Pour découvrir des reportages qui sortent des sentiers battus, Choc est là pour toi. Notre équipe de bénévoles t'a concocté plein de reportages originaux. Société, culture, politique, UQAM et sport, on ratisse large mais toujours avec des angles précis. T'as juste à aller sur notre site internet au choc.ca dans la section reportages. Bonne écoute! Pour découvrir les meilleures nouveautés musicales d'ici et d'ailleurs, c'est au palmarès de choc.ca que ça se passe. Découvre les 40 meilleurs albums locaux et les 40 meilleurs albums internationaux, tous styles confondus, au choc.ca/palmarès. Et si tu en veux plus, écoute les émissions du palmarès en direct et en rediffusion sur le choc.ca. Les palmarès de choc.ca, la référence musicale à Montréal. Coucou, c'est Isabelle de Petite Amie et vous écoutez choc.ca. Onde civique. Un balado scientifique pour nous mobiliser. Donc, si on ramène tout le monde sur un pied d'égalité, travailler 32 heures par semaine, on propulse la carrière de beaucoup de femmes vers le haut. Puis ça, je trouve ça extraordinaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on rencontre Alexandra Lamoureux qui nous parle de Boîte Pâques, une boîte qui accompagne d'autres boîtes à emboîter le pas vers la semaine de travail réduite. Je vais essayer d'être aussi original. On cherche à connaître la réalité de ces entreprises qui changent leur régime et l'impact de ces changements sur les gens. Et on voit qu'une stratégie gagnante de Netflix peut, au contraire, être une mauvaise pratique pour d'autres entreprises. Mais quand on écoute un épisode sur Netflix puis qu'on n'a pas entamé le prochain épisode puis qu'on sent comme pas bien, j'ai le goût d'écouter tout de suite le prochain. Diagnostic, biais incarné. Et qui est ce Zaingernik? Comment est-ce qu'on l'appelle à l'envers? Bienvenue à Onde Civique. Et c'est parti! On répond, entre autres, aux questions. Comment on met en place la semaine de 4 jours en entreprise? Comment convaincre son patron des bienfaits de travailler moins et quels arguments on pourrait lui apporter? Les maçons, les infirmières, les avocats, ça peut-tu vraiment travailler moins, tout ce monde-là? C'est quoi la certification B Corp? Quelles sont les conditions gagnantes pour l'implantation d'une semaine de 4 jours? Et c'est quoi l'impact de travailler moins sur les ménages? Réorganiser pour moins travailler. Saison 1, épisode 4. Maryse Tremblay. Charleroi. Dans l'épisode 3, on a rencontré Paolo Miriello, puis ça a été vraiment une chouette rencontre. Il nous a aidé quand même, Paolo, à mieux comprendre l'évolution du temps de travail dans l'histoire. Fait que là, on est bon, on comprend ça. Oui, puis là, on a parlé à 2 scientifiques jusqu'à présent, puis on est dû pour aller sur le terrain un peu. Mm-hmm. Alors, c'est toi, Maryse, qui va mener les entrevues pour les prochaines entrevues. Oui, avec les entrepreneurs. On en a interviewé une entrepreneur. Oui. Date de l'entrevue, août 2024. Il y a comme une relation au temps qui change quand on passe à la semaine de 4 jours. C'est que on remarque que sur 5 jours, dans le fond, on avait plein de temps mort au travail où on ne travaillait pas. Puis là, quand on travaille 4 jours, c'est comme si on a un rapport à la priorisation qui est beaucoup plus sain. C'est-à-dire, on fait ce qui est important de faire, puis ce qui n'est pas important de faire, donc le low impact work, il prend le bord. Puis souvent, le low impact work, il n'y a pas d'impact. Donc, c'est plus important de faire ce qui a le plus d'impact individuellement et pour le collectif, pour l'entreprise, par exemple. Donc voilà, c'est comme ça que je nourris, je dirais, mes semaines de 4 jours et mes fins de semaine de 3 jours. C'est sûr que là, on a embarqué dans un sujet, mais je pense que ça serait important de peut-être parler de Boîte à Pâques, parce que là, on a nommé. Ouais. Puis là, je me demandais, en tant qu'associé, qu'est-ce qui t'a donné le goût, en fait, d'aller dans cette business-là? Est-ce que c'est toi qui l'as fondé ou comment? On est 3 membres fondateurs. Il y a Thomas qui est arrivé en premier, il a fait ça dans sa chambre. Il a passé un premier client B Corp. Judith est arrivée. Judith était mon employée dans l'organisme à but non lucratif où je travaillais avant. OK. Et donc, elle s'est associée avec Thomas, puis elle est tombée enceinte. Donc, quand elle était pour tomber en congé de maternité, ils m'ont contactée.
Puis, je suis devenue vite associée. Moi, j'ai implanté la semaine de 4 jours chez Boîte Pack et le service 4 jours, dans le fond. Puis, ta question, c'était... c'est quoi cette entreprise? Boîte Pack. Mais en fait, Boîte Pack, c'est ça. C'est super simple comme service pour l'instant, du moins. Ce qu'on offre, c'est l'accompagnement vers la certification B Corp et l'implantation de la semaine de 4 jours. On va aussi offrir des ateliers à la carte pour essayer de faire des petites doses d'impact dans les entreprises qui ne sont pas prêtes à devenir B Corp ou qui ne sont pas prêtes à passer à la semaine de 4 jours. Mais le core là, de notre entreprise, c'est ça. Puis notre mission, c'est de défier le statu quo, vraiment. C'est parfait. Ouais, en améliorant l'impact sur les humains et la planète. Puis, qu'est-ce que c'est la certification B Corp? Bien, rapidement, la certification B Corp, c'est une certification mondiale qui va aller... Qui va permettre aux entreprises d'avoir un plus haut niveau d'impact social et environnemental. Donc, c'est un gros questionnaire de 200 questions qui est sur 5 piliers. Donc, la gouvernance, les employés, la communauté, les clients et l'environnement. Donc, on a vraiment ces 5 piliers-là, puis on va avoir des questions sur chaque pilier, puis on veut avoir un minimum de points pour devenir B Corp. Mais ça offre quand même une structure très concrète pour amener des initiatives pour améliorer l'impact environnemental. Donc, je vais vous donner 2 exemples. Environnement, pour une entreprise de service, on pourrait se dire, elles sont vraiment... Il n'y a pas moyen d'avoir une meilleure empreinte environnementale. C'est pas vrai. On va mettre des politiques de transport alternatifs dans les entreprises pour amener les employés à se déplacer plus activement, donc par vélo, en courant, en marchant, avec bien sûr les transports en commun. Et pour les employés, par exemple, ça pourrait être en secteur communauté. On va souvent mettre une stratégie de dons et de bénévolat. Donc, on va amener l'entreprise à redonner à la communauté en faisant des dons, mais aussi en donnant du temps, soit du pro bono ou en faisant des activités de bénévolat pour leur communauté. Puis d'où vient l'idée de partir cette entreprise-là? Le Thomas, mais toi, spécifiquement avec la semaine de 4 jours, qu'est-ce qui amène quelqu'un à créer une entreprise qui va motiver d'autres organisations? C'est une bonne question. Je travaillais chez Academos avant. C'est un organisme à but non lucratif qui aide les jeunes à savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie, donc les 14-30 ans. Puis, on a fait, à chaque année, on faisait un peu comme un sondage aux jeunes, aux Z et aux millennials pour savoir c'est quoi leurs besoins. Puis les rapports m'ont vraiment choquée parce qu'en fait, je remarquais que les jeunes, en fait, leurs besoins ne fonctionnent pas avec ce que le marché du travail a à offrir. Les jeunes veulent du plaisir. Les jeunes veulent de l'équilibre. Les jeunes veulent pas tant un gros salaire, veulent beaucoup plus être passionnés au travail. Ils veulent une entreprise qui est éco-responsable, qui va avoir de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Ils sont woke, les jeunes. Ils veulent des avantages et une qualité de vie. Puis je me disais, mais ces pauvres jeunes vont être tellement déçus en arrivant sur le marché du travail. Puis là, j'étais en train de créer justement des ateliers pour les entreprises qui étaient nos partenaires pour essayer de leur faire comprendre c'est quoi les besoins des jeunes. Voici les statistiques. Puis au même moment, j'entends parler de Boîte Pack, de la certification B Corp. Puis en fait, B Corp, je réalise que c'est exactement ça. Que c'est d'aller mettre au cœur du modèle d'affaires d'une entreprise l'impact social et environnemental. Puis d'aller aussi redonner une voix aux employés, d'aller aplanir les structures de gouvernance pour aller donner du pouvoir aux employés. Donc là, je me suis dit, ding, 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 il faut que je m'en aille là. Mais ça doit faire peur. Aux entreprises. Aux entreprises, ben oui. Il y a aux personnes qui les dirigent, évidemment. Tout à fait. C'est super épeurant, mais en même temps, ce qu'on voit, c'est que si on veut des employés motivés, mobilisés, puis surtout un taux de rétention plus élevé dans une entreprise, il faut impliquer ces employés. Donc, oui, ça fait peur, mais c'est pour ça qu'on existe, nous, Boîte Pack. C'est pour amener un support, pour rassurer au bon moment. Les entreprises qui passent à la semaine de 4 jours, il y a des OBNL. Il y a des agences de technologie, des agences. J'ai un cabinet d'avocats qui est quand même assez surprenant. Ben oui, on a tendance à avoir une image des avocats qui est très surchargée. Ben oui. Ouais, mais ils sont jeunes. Ils sont jeunes, les fondateurs qui ont décidé de le faire. Donc, je pense qu'ils sont au courant que c'est important, l'équilibre. Ils doivent modérer leurs clients aussi, leur propre clientèle, parce qu'ils ont souvent des exigences fortes, les clients de cabinets d'avocats. Il y a d'autres exemples aussi, là. Tout à fait. Mais ils vont les éduquer sur c'est quoi une priorité, c'est quoi une urgence. Fait qu'il va souvent y avoir des tableaux qui sont faits sur c'est quoi une urgence, combien de temps ça va prendre qu'on va répondre à cette urgence-là. Cette urgence-là, qui n'est pas vraiment une urgence, ça va nous prendre 3 jours.
Puis ça, c'est pas du tout une urgence, ça va nous prendre environ 1 semaine. Puis les clients, là, sont souvent, là, tellement comme « wow ». La plupart du temps, mes clients ont peur de la réaction de leurs clients. Puis au final, leurs clients sont « hey, comment vous faites? Nous aussi, ça nous tente. Tu sais, bravo de mettre vos limites. Dans le fond, on a besoin d'apprendre à mettre les nôtres. Un petit astérix ici, la semaine de 4 jours qu'on implante, nous, chez Boîte Pack, c'est le modèle 180-100. 100% du salaire, 80% des heures et 100% de productivité. Donc, on ne va pas accepter de faire un 4 jours en 40 ans, de 40 heures en 4 jours. Ça, c'est no-go. Oui, 10 heures par jour. Ça serait trop. On va mener les employés à un épuisement. Donc, nous, on va vraiment faire un 80% des heures. Donc, ça va se situer entre un 28 à 32 heures. C'est jamais plus de 32 heures de travail. Donc, ça pour la petite fin de l'astérix. Et ensuite, les raisons qui poussent une entreprise à passer à la semaine de 4 jours sont différentes, mais souvent, ça va venir des employés. Ah, ben mes employés le veulent, donc je viens essayer de comprendre. Parce qu'on veut un taux de rétention plus élevé, donc on veut que nos employés restent. Mais il y en a beaucoup maintenant qui vont le faire aussi pour aller recruter, en fait, parce que c'est séduisant au bout. Super séduisant. Puis, ça fait en sorte que le budget de recrutement, il tombe à $0. Là. C'est comme ces entreprises-là qui, avant, mettaient des budgets d'embauche vraiment gros. En mettant une seule offre d'emploi à 4 jours par semaine, ils n'ont même pas besoin de mettre d'argent dessus parce que les gens vont postuler en grand nombre. C'est que comment est-ce qu'on met ça en place, en fait, dans les entreprises? Puis c'est quoi les enjeux qu'il y a dans le parcours, les obstacles que vous rencontrez? Je comprends que les entreprises sont différentes, là. Ouais. Fait qu'il y a souvent des choses qui sont différentes, mais les points qui se répètent peut-être d'entreprise en entreprise? Oui, bien, la première chose, là, notre parcours, il est assez simple. Il dure entre 6 et 9 mois. Donc, dans ce 6 à 9 mois-là, il va y avoir une phase test. Nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est on fait de l'accompagnement pour un projet pilote, puis à la fin du projet pilote, on va décider est-ce qu'on passe à la semaine de 4 jours ou est-ce qu'on retourne à 5 jours. C'est jamais arrivé de retourner à 5 jours. Okay. Ah oui. Donc, dans un premier temps, on va créer un comité 4 jours. C'est important que ce ne soit pas juste une personne qui supporte le projet, mais que ce soit un comité. Dans plusieurs secteurs de l'entreprise, évidemment, exact. C'est ça. Une personne, idéalement, qui est un petit peu plus... une hiérarchie plus élevée, puis après ça, des employés, bien sûr, puis une personne au RH qui est quand même bonne pour parler avec les employés. Donc, on crée le comité 4 jours, puis avec ce comité-là, on va choisir la formule. Il y a différentes formules de la semaine de 4 jours. Ça peut être une formule de rotation, ça peut être une formule journée fixe, ça peut être le vendredi, ça peut être le lundi, ça peut être le mercredi. Donc, on va brainstormer avec le comité 4 jours pour trouver la formule qui est la plus pertinente pour leur milieu. Ensuite, on va avoir la phase de formation. Formation de l'équipe de gestion, donc pour la gestion du changement. Puis après, on va avoir la formation pour l'équipe entière, qui sont en ce moment principalement des travailleurs de bureau, donc la formation qui s'appelle « Travailler mieux pour travailler moins ». Donc, on va aller vraiment montrer à l'équipe des techniques de productivité, mais aussi comment raccourcir leur meeting, comment mieux choisir sur quelles tâches ils peuvent travailler pour délaisser les tâches qui ont moins d'impact, comme on en parlait tout à l'heure. Après ça, juste avant la phase test, on va avoir un mois pendant lequel le vendredi va être encore présent, mais ce vendredi-là va servir à justement automatiser certaines tâches, vraiment retravailler ses façons de faire. Puis, on rentre dans la phase test, 3 mois. Ou 6 mois pour certaines entreprises qui sont comme « Ouf, nous, 3 mois, on trouve ça trop vite, on va prendre un 6 mois ». Puis, on va avoir des prises de pouls pendant la phase test et surtout des sondages pour avoir des indicateurs de performance. J'aime pas ça appeler ça comme ça, là, des indicateurs de bien-être, pour être franche. Là, c'est vraiment qu'on va sonder le taux de stress de l'équipe, la charge de travail de l'équipe, leur sentiment d'équilibre pro-perso, leur sentiment de créativité en ce moment, leur taux d'énergie. 3 fois, on va prendre le pouls pour arriver à un post-mortem où on demande vraiment. Puis c'est là aussi, pour répondre à ta question, Marie, ce qu'on va avoir des données sur, en ce moment, comment ça se passe pour toi. Puis le fait qu'on ait des consultants externes, les gens s'ouvrent vraiment. Puis là, on va avoir j'ai l'impression que je suis pas capable de rentrer tout mon travail en 4 jours et j'aime tellement ça, travailler 4 jours, je voudrais pas que ça plante à cause de moi. C'est ça les plus gros
facteur que j'ai d'enjeu en ce moment dans la semaine de 4 jours, c'est des employés qui veulent pas que la phase test ou le projet pilote ne fonctionne pas par leur faute. Donc là, ce qu'on va aller faire, c'est aller rassurer ces employés-là parce que quand tu mets du stress, t'es moins productive, bien entendu. Donc, on va aller faire des petits changements à ce niveau-là. Puis voilà, au post-mortem, on décide, est-ce qu'on continue la phase test? Est-ce qu'on passe directement à la semaine de 4 jours? Ou est-ce qu'on regarde pour retourner à la semaine de 5 jours ou faire un 4,5? Donc, des fois, il y a des entreprises qui vont faire un 9 sur 10 ou un 4 jours et demi par semaine à l'année. OK. Puis ça dépend vraiment du secteur où il y a des choses qui marchent mieux de manière générale en termes de... Oui, je dirais qu'il y a des secteurs, à mon sens, qui ont déjà une charge de travail trop lourde. Ah. Si tu as déjà une trop grosse charge de travail puis qu'on te demande de la faire en 4 jours, c'est sûr que l'employé va être comme, ben déjà, j'ai de la misère de le faire en 5 jours. Comment veux-tu que je le fasse en 4? Donc, ces entreprises-là je me permets vraiment devant eux, dans le comité de gestion, de dire, là, vous avez besoin d'engager d'autres personnes. Parce que moi, il y avait anguille sous roche avant qu'on arrive. Il y avait déjà trop de travail. Donc, on va aller vraiment proposer d'engager d'autres personnes. Puis ça peut faire peur. Ben oui, mais là, un autre salaire. Mais souvent, ce qu'on va voir quand on va aller engager plus, on va aller libérer de la charge mentale à une personne, puis on va pouvoir faire que cette personne-là est plus productive au final. Puis est-ce qu'il y a des embûches au niveau des employeurs? Parce qu'on a parlé des employés puis de leurs angoisses au niveau de la semaine de 4 jours, mais est-ce qu'il y a aussi des réticences parfois en cours de route par les employeurs? Oui, c'est sûr que les employeurs, bien souvent, c'est une équipe de direction. Souvent, ils vont avoir déjà une personne à l'interne, par exemple, qui était un petit peu moins productive. Donc, on va avoir peur que cette personne-là, qui était déjà pas 100% productive, que ça ne fonctionne pas. Mais là, c'est à nous d'outiller les gestionnaires pour comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette personne-là, elle n'est pas productive. Est-ce qu'elle n'est pas dans le bon rôle? Est-ce qu'elle a trop de travail? Puis ça nous aide vraiment dans le sondage. On pose la question aux employés. Puis des fois, dans le fond, on révèle des problèmes. Là. C'est comme un catalyseur là, pour la semaine de 4 jours pour ça, qui va faire en sorte que la personne va s'ouvrir puis dire comme, mais moi, ça marche juste pas. Là. J'ai 9 employés sous moi, je croule. Donc là, on va aller vraiment parler avec le comité de direction. Je dirais aussi que la peur des gestionnaires, c'est de finir la phase test puis d'annoncer on passe à la semaine de 4 jours. Ils ont l'impression qu'ils ne pourront pas revenir en arrière. Ils ont l'impression que s'ils donnent ça, ils ne pourront jamais l'enlever. Mais là, ce qu'on les rassure, c'est un travail d'équipe, la semaine de 4 jours. C'est vraiment pas un travail qui est individuel, c'est un travail collectif. C'est tous ensemble, on va réduire les réunions. Tous ensemble, on essaie d'avoir moins de distractions. Puis, à un moment ou à un autre, si vraiment l'entreprise, sa croissance est en train d'être moins bonne, bien, on verra. Donc, tout est dans la façon de le communiquer. Puis, on fournit un guide 4 jours pour l'employé, puis ça peut être inscrit aussi. Mais jusqu'à maintenant, la plupart des entreprises qui sont passées à la semaine de 4 jours sont devenues des ambassadeurs là, de la semaine de 4 jours parce que pour eux, ça a changé leur vie, pour leurs employés. Puis, donc, c'est un win-win, là. Il n'y a pas eu de conséquences funestes. Pas pour l'instant. Vous en avez suivi combien? Vous avez fait combien de temps que vous êtes en... On le fait depuis 2021 qu'on a commencé. On a fait 12 implantations. Je pense que c'est ça qui fait peur aux entreprises, là, quand on dit « Voulez-vous implanter la semaine de 4 jours? » C'est comme, je pense qu'on n'est pas prêt, mais est-ce que vous voulez faire un test? Là, ça marche. Au Japon, Microsoft, ils ont essayé, ils ont fait le test, puis finalement, ils ne sont pas restés à 4 jours, mais au moins, ils l'ont essayé, tu sais. Puis, en fait, dans la plupart des projets pilotes, les entreprises qui l'ont essayé, il y a comme 92% qui sont restés, finalement. Je me demande, parce que là, on gagne du temps de qualité peut-être à l'extérieur du travail, mais est-ce que ça diminue le temps de qualité pendant le travail pour ces gens-là qui ont peut-être moins de social parce qu'ils connaissent moins, ou est-ce que tu as rencontré ce genre d'obstacle-là? Mais ce qu'on dit, c'est de garder une rencontre d'équipe à toutes les semaines pendant laquelle on a des échanges peut-être un peu plus informels, de ne pas trop écourter l'heure du lunch. Il y a des entreprises qui ont fait l'erreur de mettre un 30 minutes de lunch, puis là, les employés avaient l'impression qu'ils étaient tout le temps stressés. Puis nous, ce qu'on essaie de dire, c'est « Hey, on n'est pas en train de faire des robots qui travaillent 4 jours par semaine. On veut que les gens continuent
à avoir du fun au travail, puis on veut pas être tout le temps en train de s'attraper et à se dire « j'ai pas le temps, il faut que je travaille, j'ai juste 4 jours ». Donc, on le dit d'entrée de jeu que ça se peut que ça leur arrive. Dans la phase test, c'est sûr, les gens, c'est beaucoup de nouveautés, sont en phase d'adaptation. Puis après, on essaie de mettre en place justement des choses pour faire en sorte que ça reste vivant, ce sentiment de communauté-là qu'on a au travail qui est franchement important, on va se le dire, au niveau de la motivation. Oui. C'est quoi les avantages qu'ils décrivent justement, ces personnes-là, parmi la vaste multitude de choses positives qui doivent ressortir dans les sondages? Oui, bien, c'est le temps de qualité, justement, parce qu'on leur demande de classer en ordre qu'est-ce qui a amélioré leur santé mentale, leur sommeil, le temps avec leurs enfants, le temps pour faire du sport. Puis ce qui ressort, c'est qu'en fait, il y a tout le temps un espace commentaire, puis les gens disent du temps point. C'est du temps de qualité. C'est oui, j'ai un meilleur sommeil, oui, j'ai une meilleure santé mentale. Puis c'est comme si la semaine de 4 jours, ça te permet, t'arrives là, un vendredi matin, puis tu n'as pas à rentrer au travail. Qu'est-ce que tu fais? Puis là, mon Dieu, je respire, je refonctionne d'une façon plus naturelle. Puis là, ça fait que tu reviens le lundi, puis tu as envie de rester dans cet état d'esprit-là. Puis on dirait que t'engages ta semaine avec peut-être un petit peu moins de stress dans ton corps. Ouais. Vous savez, en recherche, c'est très commun de faire des expériences. Puis, on en a fait une pour toi, Internet. On a joué aux espions. On se trouvait bien drôle, c'est que, bon, dans le cadre du balado, c'est plutôt facile, on a trouvé jusqu'à date, là, de convaincre les gens de venir en studio pour nous donner du temps. Mais on s'est demandé si, à titre de citoyen ou citoyenne, c'était facile d'avoir accès à ces savoirs-là directement des chercheurs ou des chercheuses. Alors, je me suis prêté au jeu. J'ai pas dit que je faisais un balado et j'ai écrit à seul titre de citoyen dans un courriel, tout simplement, là, très rapide, là, parce qu'on voulait pas non plus que ce soit pas attirant. Là. On a mis toutes les chances de notre bord. On a demandé si vous serez prêt à même prendre un café ou juste parler, ou me répondre à ma question si ces deux solutions-là pourraient régler un problème que j'ai identifié dans la société. Et résultat, la plupart des professeurs qu'on a sollicité nous ont répondu. Ne serait-ce pour nous dire qu'ils n'ont pas le temps, mais il y en a une grande partie, à peu près la moitié, qui nous ont répondu voici pourquoi ces solutions-là que tu nommes sont bonnes ou pas bonnes. Voici des articles pour toi à lire. Puis souvent, ils nous citaient des articles bien vulgarisés qui nous menaient vers des sites accessibles. Fait que, bref, c'est plutôt facile d'espérer d'avoir des réponses positives quand on se pose des questions. On peut avoir accès à ces savoirs-là qui dorment dans les cerveaux de personnes vivantes. Mais là, il faut savoir aussi, là, si vous tentez l'expérience à la maison d'écrire à des personnes qui font de la recherche, il faut savoir que ces personnes-là sont très occupées. Ouais, ils ont beau avoir un salaire annuel, puis théoriquement avoir le temps de prendre 1 heure pour répondre à un courriel. C'est pas toujours le cas. Il y a des personnes aussi qui sont antipathiques de nature, fait qu'il ne faut pas espérer avoir de réponse. Mais si on expose tout simplement nos questionnements de société, ben, je pense que les gens sont en général sensibles à ça. Puis souvent, j'ai l'impression que les chercheurs ou les chercheuses, ils font ce métier-là par passion, puis ils le font parce qu'elles espèrent, ces personnes-là, un peu changer le monde. Fait que quand on fait un appel comme ça, puis on se dit, ben, je me demande comment faire bouger des choses, et je pense qu'on a une bonne oreille là, de l'autre côté. À la maison, donc, si vous n'avez pas les réponses à vos questions, là, peut-être qu'il y a beaucoup de professeurs qui vont dire, non, fais pas ça, mais moi, je vous le dis, vous pouvez tenter de leur écrire. Puis peut-être même que ça va orienter certaines recherches. Si des gens écrivent à des professeurs pour des problèmes, peut-être que ça va les influencer dans le temps alloué à ces questions-là. Pourquoi pas? Vous pouvez nous aider avec le projet, entre autres en vous abonnant à une des chaînes où se trouve le balado. Où est-ce qu'on se trouve, Maryse? Où est-ce qu'on peut trouver le balado? On peut trouver sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur YouTube, mais aussi sur le site de choc.ca. Oui, choc.ca, c'est la radio numérique de l'Université du Québec à Montréal.
Et c'est un de nos partenaires, en fait, parce que on enregistre dans leur studio, puis on bénéficie aussi de l'aide des employés et des bénévoles ici. Ils ont 65 émissions de radio chaque semaine, dont des reportages. Puis aussi, ils font la promotion de la musique émergente avec des palmarès. C'est vraiment une chouette radio. Merci. Merci. Ah ouais, Jerry. Je pourrais pas le dire assez souvent. Merci! Vous écoutez Onde civique. Pour l'instant, ce qu'Alexandra nous a partagé, ce sont les services de Backpack, un peu comment elles fonctionnaient, comment se passe l'implantation d'une semaine de 4 jours, par exemple, dans les entreprises. Elle nous a parlé des succès qui sont reliés à ces implantations-là, mais aussi des obstacles, parce que c'est pas facile faire un gros changement comme ça. Ça demande d'y croire, en fait. Mais elle a spécifié qu'aucune entreprise qu'elle a accompagnée n'est retournée en arrière, et donc c'est quand même prometteur d'une certaine façon. Dans ce qui suit, Alexandra nous confie que l'expérience de Boîte-Pack n'est pas unique, puis elle va nous expliquer l'applicabilité de ce modèle-là dans d'autres contextes et le potentiel de changement plus global. Mais on s'est demandé si c'est vraiment toutes les entreprises qui pourraient s'y mettre et emboîter le pas. En fait, la semaine de 4 jours serait un bon levier pour l'équité des genres, pour tout ce qui est burn-out, puis même pour l'environnement. Fait qu'on pourra en parler après, mais là, si je m'arrête vraiment pour tout ce qui est l'équité des genres, le temps domestique, on a une étude qui a été faite en 2022. C'était 33 entreprises de 6 pays différents, dont le Canada. Puis ce qui est ressorti dans cette étude-là, qui était fait par le 4-Day Week Global, qui est une organisation qui fait juste des projets pilotes puis de l'implantation de semaines de 4 jours, c'est qu'en fait, le temps à passer avec les enfants, puis le temps passé pour des activités plus domestiques au travail, pour les hommes et pour les femmes, il augmentait, mais pour les hommes, ça augmentait du double que celui des femmes. Wow! Donc, on a là un levier extraordinaire pour ce qui est de rééquilibrer la charge mentale, comme Catherine le mentionnait d'entrée de jeu, dans cet enjeu-là de temps de qualité puis de répartition de charge mentale. Si je peux me permettre, ce que je trouve aussi super intéressant pour tout ce qui est équité des genres, c'est que il y a 4 fois plus de femmes en ce moment qui travaillent à temps partiel que d'hommes. Puis pas par choix, juste parce que justement, c'est ces femmes-là qui doivent aller porter et chercher l'enfant à la garderie ou à l'école parce que leur salaire est peut-être moindre que celui de l'homme. Donc, c'est elle qui va prendre le coup de travailler à temps partiel. Si on ramenait tout le monde sur un pied d'égalité à travailler 32 heures par semaine, cette femme-là qui n'a peut-être pas les assurances vu qu'elle est à temps partiel, n'a peut-être pas les mêmes... Elle peut pas postuler pour un poste de direction parce qu'elle va pas dire, est-ce que je peux l'avoir, mais à temps partiel? Mm-hmm. Donc, si on ramène tout le monde sur un pied d'égalité, travailler 32 heures par semaine, on propulse la carrière de beaucoup de femmes vers le haut. Puis ça, je trouve ça extraordinaire. Et pour ça, il faut que toutes les entreprises prennent le pas. Il ne peut pas avoir comme de disparité entre les entreprises. Donc, comment est-ce qu'on en arrive là? À ce que tout le monde fasse du 4 jours semaine? Bien, moi, je prie pour que le gouvernement décide de dire c'est 32 heures pour tout le monde, voilà. Tu sais, en France, il y a 35 heures qui ont été mises en place. J'aimerais que le gouvernement botte le pas pour dire que c'est 32. Sinon, j'étais en train de parler avec le gouvernement aux îles de la Madeleine pour faire une cohorte d'entreprises. Eux, ils veulent subventionner un projet pilote île de la Madeleine, Gaspésie, île de la Madeleine, pour qu'on puisse passer 6 entreprises à la semaine de 4 jours. Fait qu'il y a quand même une ouverture. En ayant ces données-là très, très concrètes sur l'amélioration de la santé mentale, l'amélioration de l'équité des genres et dans l'empreinte environnementale, on peut aller tirer de l'argent de certaines subventions gouvernementales qui existent pour justement amener des changements assez concrets. Donc, je pense que en faisant des projets pilotes comme ça, puis en implantant la semaine de 4 jours de plus en plus, on va finir par y arriver. Parce que c'est quand que les employés ont déjà le plus gros bout du bâton. Donc là, quand l'entreprise n'aura plus vraiment le choix de dire « Ah, ben là, c'est ça qu'ils demandent, donc je vais le mettre en place ». Je pense que le mouvement prend de l'ampleur, pas assez vite à mon goût, là, mais ça va s'en venir. Puis là, à un moment donné, ça sera plus une question de si, ça va être quand. C'est quand qu'on va passer à 4 jours. Tu dis que ça va pas assez vite. Qu'est-ce que ça prendrait pour que ça se passe vite? Je
Je pense qu'il faut montrer des études de cas. Il faut le populariser en montrant les effets bénéfiques que ça a, en montrant à quel point les entreprises sont encore plus performantes. Je vous parlais d'un cabinet d'avocats qui est passé à la semaine de 4 jours. Ils m'ont révélé la semaine passée qu'ils ont eu leur meilleur semestre en termes de croissance monétaire là, depuis le début les débuts de cette entreprise-là. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu les employés travailler aussi bien. Puis c'est ce qui était révélé également dans les sondages quand on demandait aux employés comment tu te sens. J'ai jamais aimé autant mon travail parce que je me sens bon, je me sens bonne quand je fais mes tâches. Parce que justement, on revient aux fameuses tâches. Si on enlève les tâches qui n'ont pas beaucoup d'impact, puis on garde seulement les tâches qui ont de l'impact, puis on y accorde suffisamment de temps, puis qu'on essaie de réduire les distractions autour, quand on termine, là, ça nous est tous déjà arrivé. On rentre dans un flow, on fait un travail, on en ressort énergisé. Tu sais, wow, ce que j'ai pondu là, c'était vraiment créatif. Le taux de créativité augmente énormément aussi chez ces employés-là parce qu'ils ont du temps, ils ont de l'espace. Tu sais, les Einstein, les Darwin de ce monde, toutes ces idées-là, ça arrivait dans la douche. Fait que je veux dire, il faut l'espace pour les avoir, ces idées-là. Est-ce qu'il y a des entreprises qu'on soupçonne pas, là, qui sont comme... C'est vraiment facile à appliquer ce régime-là? Facile, c'est sûr que c'est les employeurs de bureau, là, parce que c'est facile de dire, à partir de maintenant, la fréquence de cette rencontre-là ne sera plus hebdomadaire, ça va être aux 2 semaines ou ça va être au mois. OK, ce meeting-là sera plus un meeting, ça va être un courriel ou ça va être un échange sur Slack ou la messagerie interne. Donc ça, c'est sûr que c'est le plus simple. Mais pour vrai, dans toutes les industries, c'est possible. En quoi est-ce que c'est bénéfique? On pense souvent que le côté construction, c'est pas possible, ou les métiers plus manuels, ou même les restaurants, par exemple. Puis c'est complètement faux. En fait, c'est juste que les indicateurs de performance vont être légèrement différents. Les gens dans les métiers manuels, ils vont voir leur sommeil vraiment amélioré. Il va avoir le taux de roulement qui va vraiment diminuer. En fait, ces employés-là sont souvent vraiment épuisés. Ils vont prendre énormément de journées maladie. Puis, il va avoir beaucoup d'accidents de travail. Puis là, quand on va aller réduire à une semaine de 4 jours ou à une semaine de travail réduite, par exemple, ces employés-là, je prends un exemple, c'est une maison de retraite. C'était des femmes qui travaillaient dans cette maison de retraite-là. Le taux de roulement était épouvantable. Ils prenaient tout le temps des congés maladie. Ils ont implanté la semaine de 30 heures, puis là, il n'y en a plus une qui tombait malade. Les clients, donc les patients de cette maison de retraite-là, ils ont vu leur bien-être amélioré parce qu'ils disaient « j'ai la même personne depuis 3 mois ». Avant, c'était tout le temps quelqu'un de différent. J'ai tout le temps la même personne qui prend soin de moi. Puis ça, c'est vraiment satisfaisant pour ces gens-là aussi. Oui, pour l'employé, mais pour la personne qui pouvait bénéficier du temps de cet employé-là. Donc, c'est ça que je trouve vraiment fascinant de la semaine de 4 jours. C'est que c'est bon pour tout le monde. Mais si on repensait le travail, si on repensait l'entreprise ou l'organisation, puis qu'on mettait les bonnes personnes au bon moment, puis quand on n'a plus besoin de ces personnes-là, on les libère, bien, on peut obtenir un beau casse-tête humain. Oui, ça va prendre du temps, de la logistique, mais ça en vaut la chandelle parce qu'on va avoir des employés moins brûlés, moins stressés, plus épanouis. Mettons, là, en ce moment, il y a Internet qui nous écoute. Puis il y a des employés qui disent, ben, hey, j'aimerais ça, moi, que mon entreprise propose des journées de 4 jours. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Bien, c'est une bonne question. Je leur conseillerais d'aller voir sur notre compte Instagram parce qu'on a justement fait une publication sur comment convaincre ton boss ou ta boss de passer à la semaine de 4 jours. Je me rappelle qu'on a mis 9 arguments pour faire passer la semaine de 4 jours, dont... ben justement, à quel point les employés vont être plus productifs, à quel point ça peut être un levier pour l'équité des genres, à quel point tu sais, la plupart des gens, là, ce que je vous inviterais à faire, c'est de dire, est-ce qu'on l'essaie? Est-ce qu'on fait une phase test? Tu sais, l'été, c'est un bon moment là, pour faire une phase test. Il y a tellement d'entreprises
qui font déjà les vendredis après-midi, qui ne travaillent pas. Donc, pourquoi pas se dire qu'un été, on l'essaye. Tout l'été, on travaille 4 jours. Puis, c'est sûr que pour ces personnes-là, je les inviterais à faire des petites recherches sur justement comment on peut outiller les équipes à être plus productifs. Moi, je veux pas qu'on s'imagine des petits robots qui travaillent 4 jours par semaine, encore une fois. Ce que je vais imaginer, c'est de se questionner sur est-ce que cette rencontre-là, elle est importante? C'est quoi son objectif? Est-ce que c'est nécessaire qu'elle revienne à toutes les semaines ou est-ce que, dans le fond, tout le monde attend juste son tour de parler pour ensuite tomber dans la lune? On re-questionne les rencontres, on re-questionne beaucoup de choses dans les entreprises pour nous amener à laisser de l'espace aux employés pour travailler, faire ce qu'ils ont à faire. Eux, ils sont bons pour le faire. Mais si tu les interromps tout le temps avec une rencontre, j'ai une amie l'autre fois qui m'a dit « J'ai passé aujourd'hui 8 heures en rencontre. » Je dis « Mais c'est épouvantable. C'est épouvantable. Là. C'est une perte de potentiel, là, cette journée-là de rencontre où elle ne fait qu'à être une figurante de l'organisation alors qu'elle pourrait faire du super bon travail. Là. Est-ce que ça crée des risques de microgestion? Parce que si on revoit l'organisation, si on revoit les tâches, est-ce que les employés peuvent avoir cette crainte-là? Là où on peut avoir de la microgestion, je pense, c'est si on est trop dans la mesure des indicateurs de performance, de s'assurer que chaque personne reste aussi productive à 4 jours. Puis ça, c'est quelque chose qu'on dit justement dans la formation pour les gestionnaires, de faire attention, d'avoir des indicateurs de performance qui sont doux. OK, de mesurer le bien-être, de mesurer le niveau d'énergie. Tu demandes 1 sur 10, comment tu te sens au niveau de ton énergie en ce moment? Comment tu te sens au niveau de ton stress? OK, comment tu te sens au niveau de ta productivité, au niveau de ta créativité? On pose ces questions-là parce qu'on veut vraiment savoir si l'employé se sent bien dans le 4 jours. Puis, en fait, la semaine de 4 jours, je trouve que c'est un levier à l'horizontalité. Parce que quand on passe à 4 jours, les gestionnaires, nous, on leur dit « Get your hands dirty ». Vous aussi, vous passez à la semaine de 4 jours. C'est vrai, on oblige les gestionnaires à le faire. La plupart du temps, ils sont comme « Ah, mais tout le monde veut le faire, mais pas nous ». Oui, vous le faites parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir aider vos employés quand ils vont avoir un problème. Vous devez le tester aussi, puis ne pas travailler les vendredis, puis ça va être inconfortable. Puis vous allez des fois vous connecter le vendredi matin, mais après ça, en force de le pratiquer, vous allez vous aussi travailler 4 jours, puis vous allez aimer ça. Puis si vous ne passez pas la semaine de 4 jours, est-ce que vous pensez vraiment que vos employés vont vouloir monter dans l'entreprise? Je ne crois pas. Donc ça, on leur en parle, puis on parle vraiment d'horizontalité, de faire confiance, de donner les rênes aux employés. Parce qu'en fait, si vous voulez réussir à le passer à 4 jours, il faut justement diminuer le micromanagement. Il faut donner les rênes aux employés puis que tout le monde puisse être autonome dans son travail pour que les choses se passent bien. Hey, ça doit être dur, il me semble, pour le patronat là, de dire ça, qu'il faut de l'horizontalité. Est-ce que vous employez ce mot-là? Ou... Oui, on emploie vraiment le mot horizontalité, ajouter une couche d'horizontalité, mais on l'explique, le comment faire. Donc, on va vraiment expliquer que l'information devrait être transparente, qu'il devrait y avoir moins de couches avant d'avoir une autorisation. Donc, la plupart du temps, dans les entreprises, ce qui arrive, c'est qu'il y a des bloquants parce que les employés font du travail, mais ils attendent la réponse de quelqu'un pour pouvoir poursuivre parce qu'il faut avoir une approbation. Donc, on va aller diminuer ces goulots d'étranglement. Oui. Voilà. J'ai un ami qui dit tout le temps goulot d'engouement, fait que je m'en allais dire ça. J'aime ça, goulot d'engouement. C'est une autre chose, mais... Peut-être que vous avez à gérer ça dans votre propre entreprise, un goulot d'engouement. Mais d'ailleurs, ça me pose la question, est-ce que vous voyez comme une clientèle effervescente, là, tout d'un coup? Est-ce que c'est dans l'air du temps, bref, la semaine de 4 jours? Oui. Oui, la semaine de 4... Les gens qui nous lisent sur LinkedIn, sur Instagram, on voit là, que ça résonne énormément chez les employés. Les employés veulent avoir de l'espace. Puis, je voulais vous parler du livre de Céline Lamy. Est-ce que vous avez lu? C'est le drame de l'enfant parfait vers une permaculture de l'enfance. Et Céline Lamy parle du fait que nos enfants sont éduqués de façon peut-être parfois trop stricte. On les met dans des cadres, puis elle parle de permaculture pour justement permettre à chaque enfant de se développer de façon unique. Puis la façon qu'elle l'explique, elle fait aussi un parallèle avec le monde du travail. Et le monde du travail,
quand on rentre dedans, c'est une belle grosse boîte de 9 à 5 où on devient tous des petits moutons qui faisons la même chose. Mais est-ce qu'on perd de notre singularité, de notre unicité? Oui. Ce qu'on remarque dans les publications qu'on fait pour chez Boîte Pack, c'est beaucoup par rapport à la semaine de 4 jours, par rapport à créer de l'espace, se mettre plus souvent le mot récréation à son agenda. C'est vraiment ce qu'on nomme. Puis la réponse des employés, elle est énorme. 60%, les employés sont productifs 60% par jour. Fait que si on fait le calcul, dans le fond, tout le monde travaille l'équivalent d'un 28 à 30 heures, mais dans le fond, c'est du non-dit. C'est qu'on est là à faire d'autres choses sur un coin de table, parce que c'est super difficile d'être concentré pendant autant de temps. Donc, je pense que les employés le voient énormément. Les employeurs ont peur. Mais comme je le disais tout à l'heure, je pense que les employés ont de plus en plus le gros bout du bâton. Puis, si on montre des résultats positifs par rapport à la semaine de 4 jours, des cas succès des entreprises comme des cabinets d'avocats ou des agences qui emboîtent le pas, bien, éventuellement, je pense qu'on va pouvoir normaliser ça. Donc, je sais qu'il ne faut pas ramener tout dans la cour des individus, mais je pense que on a quand même une partie du contrôle sur la qualité de notre temps. Puis c'est, premièrement, chaque fois qu'on prend notre téléphone, de se demander c'est quoi l'intention avant de le prendre, par exemple. Mais je pense que si chaque individu se posait cette question-là, de quelle façon, moi, est-ce que je contribue à pas avoir du temps autant de qualité, on aurait beaucoup de réponses pour au moins des petits moments de nos journées. Je pense que si vous alliez sur le 4-Day Week Global, qui est vraiment une ressource assez intéressante. On a beaucoup de rapports sur la semaine de 4 jours sur ce site-là. Puis, je trouve qu'il y a beaucoup d'informations super intéressantes. Sinon, le livre de Yves-Marie Abraham, qui est un professeur en décroissance, super intéressant, Guérir du mal de l'infini, qui sont des œuvres qui sont assez intéressantes pour, en fait, avoir des bons arguments. Je pense que le discours est super important quand on parle de la semaine de 4 jours. Le discours est super important quand on parle de la qualité de temps. Puis, c'est vrai que c'est un problème collectif, mais qui, je pense, elle est en train de se créer, Catherine, un petit réseau de personnes avec qui se disent « Hey, on se sent pas mal si on répond pas aux messages. » T'sais, une des choses que je pourrais nommer, là, qui pourrait être mise en place dans beaucoup d'organisations avant la semaine de 4 jours, c'est la politique de déconnexion, le droit à la déconnexion. Puis ça ferait déjà une énorme différence pour beaucoup de personnes. Donc, je l'inviterais à s'armer dans plus, qu'elle est tellement éloquente, de plus de statistiques, de plus de cas succès pour les normaliser, puis que ça devienne, dans les conversations, quelque chose de normalisé de travailler 4 jours. Ouais. La seule chose que j'aurais voulu ajouter, puis vous le couperez si c'est pas intéressant, mais c'est 2 biais cognitifs que je nomme dans la formation que je fais aux employés pour les amener à revoir leur façon de travailler. C'est le biais Zeigarnik et le biais de l'urgence. Donc, le biais Zeigarnik, c'est notre cerveau qui se rappelle plus des tâches qui sont en cours que les tâches que l'on a terminées. Donc, on a fait des études sur des enfants qui travaillaient sur plein de petites tâches. Puis, une semaine plus tard, on demandait aux enfants « Sur quelle tâche est-ce que tu as travaillé la semaine passée? » Ils se rappelaient, je me rappelle plus, c'est 3 ou 4 fois plus des tâches qu'ils n'avaient pas eu le temps de terminer. Donc, je prends un exemple super banal, mais quand on écoute un épisode sur Netflix, puis qu'on n'a pas entamé le prochain épisode, puis qu'on sent comme pas bien, j'ai le goût d'écouter tout de suite le prochain. Diagnostic, biais Zeigarnik. En fait, c'est que notre cerveau sent qu'il n'a pas fini sa tâche. Puis ça, pour le cerveau, c'est pas bon. Donc, ce que j'inviterais les gens à faire, c'est de se mettre moins de choses sur leur to-do, puis de les compléter. Parce que sinon, ça reste dans la tête, puis ta tâche n'est pas terminée. Puis souvent, c'est ça qui arrive. C'est pour ça que les gens continuent à travailler le soir. Ils vont réouvrir leur ordinateur pour avoir un sentiment de satisfaction de l'avoir terminé. Donc, moins de choses sur la liste pour avoir le temps de la compléter. Et le biais de l'urgence, super intéressant, c'est la tendance qu'on a à percevoir les tâches que les gens nous demandent comme plus urgentes que les tâches sur lesquelles on travaille.
Donc, quelqu'un va te demander « Hey, tu peux-tu me sortir telle statistique? J'en ai besoin. » Là, je sens que la demande de Gisèle est plus importante que le travail sur lequel je suis en train de travailler. Puis, en fait, c'est pas vrai. C'est un billet que l'on a de mettre comme plus important ces tâches-là, alors que dans le fond, la tâche sur laquelle on travaillait, elle avait peut-être plus d'impact et elle était peut-être plus importante. OK, Alexandra nous a partagé des statistiques vraiment très encourageantes là, sur d'autres initiatives mondiales, d'autres exemples qui ont passé d'une semaine de 4 jours et qui ça a été très positif. Elle nous a aussi parlé du fait que c'était applicable peu importe le contexte. Là. Donc, on pourrait s'imaginer que des emplois manuels, ça serait plus difficile par rapport à des emplois de bureau. Mais non, tout est possible. C'est possible d'appliquer dans tous les contextes, selon elle. Elle a aussi nommé quelques éléments qui favorisent l'entrée en vigueur du 4 jours. Donc, on ne peut pas juste initier ce changement-là sans un encadrement qui implique, par exemple, de l'horizontalité, plus d'autonomie des employés. Puis, pour y aller un peu plus globalement, selon elle, si on veut que ce changement-là s'impose de façon globale, bien, c'est en partageant le succès de ces initiatives-là. Puis ça va convaincre d'autres entreprises à emboîter le pas. Puis là, ben, on va se retrouver à ce que toutes les entreprises le fassent, que tout le monde soit dans cette structure-là. Et là, Marie, je fais l'avocat du diable parce que vous vous souvenez peut-être à l'épisode 2 et 3, Julia et Paolo nous ont exprimé que la solution principale, ce serait de réformer l'économie là, pour que tout le monde ait accès à ce temps de qualité-là, pas seulement les Occidentaux, parce que vous vous souvenez, Paolo nous a expliqué là, clairement que quand nous, on prend la décision de travailler moins pour que cette machine-là du capitalisme continue de croître, bien, il y a d'autres personnes en bout de ligne qui vont travailler plus. Puis des fois, c'est dans des conditions moins bonnes que ce que nous, on aurait dû travailler. Donc, ça ne règle pas ce problème-là à tout le monde, à toute l'humanité. Et ce que Alexandra semble dire, c'est que la piste de la contamination, ça peut être une bonne idée. Ça amène quand même un changement de mentalité de travailler moins. Donc, il y a comme une relation au temps qui change. Il y a des façons de faire en entreprise qui changent. Donc, ça amène plus d'horizontalité, plus de transparence, des employés qui sont plus impliqués, engagés dans leur travail. Donc, un travail qui fait un petit peu plus de sens. Donc, ça, c'était toutes des pistes que Julia Posca disait qui étaient problématiques dans une réduction du temps de travail. Donc, on peut imaginer que des personnes qui travaillent moins et qui ont ce changement de mentalité-là, ça serait une contamination qui pourrait remettre en question certaines bases du capitalisme. OK. Mais ça, disons, c'est le scénario optimiste dans l'idée que, ben oui, on va changer de l'intérieur ce système-là. Mais est-ce qu'on va y arriver un jour? C'est loin d'être certain parce que l'histoire nous a pas prouvé que c'était le cas. Hein? Vous vous souvenez que quand dans le passé, on a réduit les heures, mais c'était pas amené à plus d'égalité. En effet. Donc, si on s'appuie sur d'autres modèles dans notre désir d'avoir plus de temps de qualité, ça nous permettrait de garder le cap, finalement. Cette première saison est soutenue par le Fonds de recherche du Québec et la chaire entrepreneuriale Altérité Société et Oxfam. Dans le prochain épisode, on rencontre 3 autrices d'un collectif qui ont écrit l'essai qui s'appelle « Libérer la paresse ». Il y a comme tout un lingo là, du monde des affaires qui fait faire des siestes à l'ouvrage. Je suis pas contre. Sauf que c'est des arguments de productivité. Ben, c'est ça, c'est toujours pour amener à la productivité. Ouais. Puis il faut dire que les autrices abondent dans ton sens, Maryse. Le monde des affaires cherche à faire du profit, alors parfois, travailler moins, c'est une récupération. Josiane Cossette, elle avait dans son agenda, c'est écrit « Urgent, paresse ». Parce qu'il fallait qu'elle nous livre le texte. On trouvait ça vraiment ironique. Nous aussi, sur les deadlines, là, on était comme hey, on est-tu en train de se stresser avec la paresse? Là? C'est avec cet épisode qu'on va conclure la première solution de Catherine, qui est de travailler moins, et qu'on va aussi aborder sa deuxième solution. On se retrouve bientôt pour l'épisode 5. Et c'est fini!